Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle séance de lecture sur En toute puissance de V6. On était donc sur une nouvelle session de live, on est totalement, en fait on est décalé d'une semaine par rapport à la dernière VOD, tout simplement. On va reprendre là où on en était, donc on était sur tout ce qui était l'autonomie, et notamment les environnements pseudo-libres et autoritaires qui du coup cassent l'autodétermination, qui sont des obstacles à l'autodétermination, puisque justement les milieux autoritaires étant par essence autoritaires, ça fait sens, ils vous empêchent en fait de prendre contrôle de vous-même, au niveau notamment de l'autonomie, besoin d'un déficit et ainsi de suite. Donc on entame là-dessus. En quoi est-ce que c'est un obstacle à l'autodétermination? Si l'on résume, cet environnement est anti-autodétermination car, au niveau de l'autonomie, ce besoin est sapé par l'impossibilité de contrôler ses gestes, ses façons de faire, ses buts, à cause des normes pour tout. C'est également sapé par une surveillance continue, verticale et horizontale, et un conditionnement du comportement via les punitions et les récompenses. Alors quand vous avez justement le fait d'avoir une surveillance continue, qui est verticale et horizontale, c'est sous-entendu que quand vous êtes dans un milieu autoritaire, en fait, bien sûr, vous allez avoir la hiérarchie qui va justement avoir une surveillance, qui va opérer une surveillance, mais de fait, vous allez également avoir vos collègues, les personnes qui sont au même niveau que vous, qui vont également appliquer cette surveillance pour faire rentrer également dans la norme, puisque eux sont assujettis à ces normes, ils essayent aussi de les faire respecter à côté. Vous êtes donc surveillé en fait à tous les niveaux. Et après, les conditionnements au comportement via les punitions et les récompenses, ça, on en a déjà parlé en long et en large. Les besoins à déficit, ils peuvent être sapés, comme dans l'exemple dans le chapitre des besoins avec la vendeuse, dans l'homme formaté. Je rapportais de nombreux témoignages en fast-food d'équipiers à qui le management interdisait d'aller aux toilettes, de boire de l'eau, malgré une très haute chaleur en cuisine, qui ne croyaient pas le salarié lorsqu'il se déclarait être malade. L'estime de soi et le besoin de sécurité sont complètement sapés dès lors que la relation devienne harcelante. Mais on voit également que même hors harcèlement, l'estime de soi ne tient qu'à un fil et qui va être progressivement être lié au système contrôlant de punition et de récompense. Helen Weber ne va bien que si elle performe, si ses résultats ne sont pas flattés. Elle se sent coupable, va mal, ce qui est signe d'une régulation par introjection, donc d'une estime de soi qui est conditionnelle, qui n'est pas autodéterminée, qui est donc la source du mal-être, une absence de sécurité affective. Elle sent qu'elle peut être rejetée dans l'environnement social pour des raisons de performance. Là, donc, on revient effectivement sur cet aspect que, tout simplement, comme vous allez avoir des retours, notamment positifs, qui sont conditionnés au fait de réussir à faire du chiffre, et encore une fois, faire du chiffre, c'est pas aussi simple que juste je le veux, je le peux. Ça peut être conditionné à plein de choses. Dans le cas notamment d'un commerce, de vente, ça peut être conditionné simplement au fait d'avoir des gens. Si vous êtes malheureusement sur une période où il n'y a pas grand monde, vous n'allez pas faire un gros chiffre. Voilà, en termes de performance, donc vous allez être plus bas. Et du coup, avoir un conditionnement qui est posé justement sur la récompense notamment morale, d'avoir juste une réponse, d'avoir un retour qui vous dit c'est pas mal, c'est bien, t'as bien travaillé, seulement en fonction de la performance, et ben ça fait qu'en fait votre estime de soi elle va être conditionnée par ça au fur et à mesure. Et donc forcément, dans les moments où vous n'allez pas avoir pour X raison une performance aussi bien que nécessaire, aussi bien que attendu, on va dire, vous n'aurez pas de retour positif. Ça ne veut pas dire que vous aurez non plus un retour négatif, mais vous n'aurez pas de retour positif. Sauf que, comme votre estime de soi est conditionnée par ça, vous le prendrez forcément mal. Et votre estime de soi va être lésée parce que vous n'avez pas reçu, justement, votre retour. Vous n'avez pas reçu votre récompense. Et ça, c'est extrêmement problématique. Ça pourrait aider à corriger ce comportement dans mon entreprise où on a une organisation qui est horizontale. Je dois imprimer ce chapitre. Ah bah ça, je pense qu'il faut imprimer tout le livre. Il faut imprimer tout le livre. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas changé sur le titre du live. On n'est plus sur la partie React, on est sur la partie lecture. Et du coup, on n'a plus la même commande. Maintenant, c'est HS pour hacking social. Donc, évidemment, n'hésitez pas dans le chat à utiliser l'incroyable commande présente qui est point d'exclamation HS et qui vous donne accès évidemment au blog Hacking Social, mais également à la chaîne Horizoncule, la chaîne YouTube Horizoncule, qui sont deux très bons coins, deux très bonnes ressources. Après, le cours d'impression de 600 pages. Ouais, oui, bon, le coût d'impression de 600 pages, effectivement, ça pique, mais, mais en vrai, c'est dans le sens où il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très, très, très intéressantes et qui méritent d'être entendues dans les entreprises, en fait, à plus d'un niveau. Il n'y a pas qu'un seul chapitre. C'est à la fois triste
Eh bien, c'est bien dans le sens où c'est cool d'avoir autant de ressources, mais c'est triste de se dire qu'il y a vraiment dans tellement d'endroits aussi peu de choses qui sont prises en compte alors que les sciences sociales travaillent sur ces questions-là depuis des plombes. C'est vraiment très triste. C'est vraiment, vraiment très triste. Donc compétences, ce besoin est à la fois nourri. Il y a des buts qui sont clairs, des feedbacks qui sont clairs, des règles qui sont claires, des défis, des visées qui sont claires, mais également sapé par la compétition, par la pression, par le manque d'autonomie, par le contrôle de la personne sur ses actes, par la pseudo-méritocratie qui s'avérait être un système de récompense et de punition finalement arbitraire. Bonjour le chaton. La motivation intrinsèque, le système comporte des façons de faire qui forcément la sapent. Surveillance, compétition, feedback négatif, conditionnement, absence de liberté, etc. Proximité sociale, elle est nourrie grâce aux liens que les personnes réussissent à nouer entre elles, et par effet de similarité entre personnes, tous jeunes, tous étudiants, et quelques occasions de les renforcer. Mais elle peut être sapée violemment par l'environnement, par les interdits de parler, par les humiliations, par les harcèlements, par les ostracisations, évidemment. Je fais juste un petit moment, regardez. Regardez qui c'est qui vient prendre des câlins. Regardez la plus belle. Vous avez vu la plus belle? Vous avez vu la plus belle. Elle vient faire des câlins. Regardez comme elle est choupie. Regardez comme elle est choupie. Oh, c'est la plus belle, hein. D'un côté la plus belle. Bah oui, t'es la plus belle. C'est un tronc. Non, c'est une brindille. C'est une brindille. C'est une belle petite brindille. Hein, tu es une belle brindille. Bon, elle a envie de balader. Elle a envie de balader. Elle a envie de balader, mais pas trop. Ouais. Elle est trop choupie. Elle veut fuir. Ouais, bah là, en fait, elle a voulu aller mettre sa tête dans la gamelle, en fait. C'est pour ça que vous avez toujours vu son cul après. En fait, c'est parce qu'elle s'est juste déplacée suffisamment pour être gratouillée et mettre sa tête dans la gamelle. Voilà. Voilà. T'es méchant, c'est rond, c'est une jolie branche. Mais oui, c'est une jolie branche. Pourquoi t'es une jolie branche? Bah oui, ma puce. Moi, oui, ma puce. Mais oui, moi, t'es la plus belle. Pardon. C'est une bronche. Elle manque d'air. Elle manque pas d'air. Bah oui. Je reprends la lecture quand même. Régulation intégrée, elle semble totalement absente dans les témoignages, ce qui interroge sur la façon dont l'environnement pourrait la rendre impossible, par ses problèmes éthiques, par ses problèmes de management, de structure, de finalité éthique de l'activité, etc. Régulation identifiée. Parfois, Weber semble en identification avec l'activité compétitive, mais cela semble compartimenté. La souffrance qu'elle éprouve et les pressions qu'elle fait éprouver à autrui tendent à montrer que l'environnement a des normes qu'elle internalise en partie, qui sapent les besoins fondamentaux, donc que ces modes d'agir bloquent toute possibilité de pleine autodétermination en son sein. Là, on est donc sur la partie où justement on vous disait qu'il y a un élément à prendre en compte, c'est que toutes les motivations ne peuvent pas être des motivations internes, donc des motivations qui viennent de nous. Parfois, pour certaines choses, il y a des motivations qui viennent de l'extérieur. Le problème, c'est que là, on voit qu'au niveau de la régulation, autrement dit, comment est-ce qu'on intègre justement ces motivations qui viennent de l'extérieur, comment est-ce qu'on les intègre à notre manière de penser, à notre manière de fonctionner, on se rend compte que là, dans le cadre d'un McDo qui a des normes de travail, qui a des normes, on va dire, de relations, qui a des visions très performatrices et ainsi de suite, très hauts résultats, en fait, on se retrouve avec une régulation en partie, parce qu'effectivement, on va avoir des personnes qui vont intégrer ces normes-là, qui vont appliquer ces normes-là, qui vont les prendre comme étant à elles, notamment Weber le prenait sur les parties où en fait elle se rendait compte que elle aimait être en compétition, elle avait envie de faire mieux et de faire mieux qu'avant, faire mieux que les autres. Donc c'est quelque chose qu'elle a intégré, mais c'est compartimenté, c'est-à-dire qu'elle n'a pas intégré en entier et surtout elle l'a intégré, mais elle l'a intégré autant qu'elle le pouvait, sachant qu'en fait ce sont des normes et des fonctionnements qui en fait sont tellement sapants à tellement différents niveaux que tu ne peux pas le prendre tel quel. C'est une fausse intégration dans le sens où en fait tu te rends compte plus tard, et c'est le cas avec Weber, qu'en fait c'est extrêmement dysfonctionnel et qu'en fait ça t'apporte du mal plus qu'autre chose. Qu'en fait ça te met plus en condition de souffrance qu'autre chose, de souffrance envers toi, de souffrance avec les autres, tu fais souffrir également les autres, et ainsi de suite. Donc finalement, on se rend compte que même s'il y a une régulation, en l'occurrence une régulation identifiée, elle reste compartimentée, on récupère que quelques éléments, et surtout, en fait, sur le long terme, ça ne tient pas, notamment quand Weber est rentré dans les études de sciences sociales, elle s'est rendue compte en fait de l'écueil monumental et de à quel point en fait elle ne collait pas et elle ne voulait pas coller à ce modèle de fonctionnement. Régulation introjectée. Elle est bien présente chez Weber, ce qui révèle l'aspect pseudo-libre, manipulateur de l'environnement. En cela, elle s'oppose à l'autodétermination. Régulation externe, elle est présente chez les autres équipiers, conscients d'obéir.
C'est à la fois positif pour certains points de leur autodétermination, ils ne sont pas manipulés par les aspects pseudo-libres du système, mais cela ne nourrit pas leur autodétermination pour autant. Là, on est sur les aspects de comment est-ce que tu régules le fait d'avoir un environnement qui te fait croire que tu es libre, alors qu'en fait non, tout est pensé pour justement t'amener à certaines choses. En fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui auront une régulation introjectée, donc ils vont croire qu'ils y collent, jusqu'au moment où ils se rendent compte que non, ils y collent plus. Et par contre, on voit qu'au niveau de la régulation externe, autrement dit, ils ont conscience que c'est du flan, ils ont conscience qu'autour d'eux, tout est manipulé, et ils acceptent d'y obéir en tout état de conscience, mais pour le coup, malgré le fait qu'ils acceptent de rentrer dans le système, en ayant conscience que c'est un système et qu'ils acceptent d'y fonctionner, pour le coup, ils restent en dehors de ça. Et du coup, ça ne nourrit pas leur autodétermination parce qu'ils sont quand même dans le système. Même s'ils sont en dehors de la manipulation, même s'ils sont en dehors de ça parce qu'ils ont conscience que c'est une manipulation, ils sont quand même dans le système et du coup ça ne nourrit pas leur autodétermination, ça ne nourrit pas leur liberté, puisqu'ils acceptent en toute conscience d'obéir à un cadre qui les détermine, qui les manipule. Donc, malheureusement, ils restent bloqués. Même s'ils ont conscience de ce blocage, ils restent bloqués. Contexte, on parle d'une personne qui a fait carrière chez McDo avant d'être poussée à la démission, où je mélange tout. Elle a été poussée à la démission, elle? Non, je crois pas, je crois que c'est un autre témoignage. Hein. Non, il y a eu plusieurs témoignages. Il y a eu plusieurs témoignages de souvenirs. Weber, c'est la personne qui était issue justement d'études supérieures un peu violentes, on va dire, qui du coup avait pas eu de très bons résultats, qui du coup était pas très heureuse, qui avait une estime de soi qui était assez fragilisée, qui était rentrée un peu par hasard dans McDo en tant qu'équipière dedans. Et là-dedans, elle est vachement rentrée dans le système, sauf que en même temps, enfin au cours du temps, alors qu'elle était équipière chez McDo, elle a recommencé des études, en l'occurrence des études en sciences sociales, et où elle s'est rendue compte, plus elle avançait dans les études, à quel point le système de McDo était justement un système qui était oppressif, manipulant, qui posait problème à plein de niveaux. Et au fur et à mesure qu'elle a avancé dans ses études supérieures de psychologie, elle s'est complètement détachée de ce modèle-là. Par contre, il y avait effectivement un autre témoignage où on parlait de quelqu'un qui avait été poussé à la démission dans le McDo, mais c'était un témoignage différent, c'était une autre personne. Pour le coup, c'était une autre personne. Il y a eu plusieurs témoignages qui étaient faits et qui ont été utilisés dans ces parties-là, mais c'est deux personnes totalement différentes. De souvenirs, c'est absolument pas les mêmes gens. Je continue. À motivation autodéterminée. Hélène l'a ressenti après de longues années d'expériences variées. Cette amotivation n'était pas du tout connectée à un manque de compétences de sa part, ni à un problème de capacité, mais liée au contraire à une prise de conscience réaliste de l'environnement social. C'est l'un des seuls points provenant de l'environnement social qui a finalement nourri son autodétermination, à partir d'un nouvel horizon. Elle a apprécié pleinement la routine, l'ennui, la pénibilité, et a pu ensuite décider. Là, ça c'est intéressant, c'est parce que du coup on montre qu'en fait, au bout d'un moment tu perds ta motivation. Tu te retrouves dans un état d'amotivation, donc tu n'as plus de motivation à faire la tâche. Et là, en fait, c'est le seul moment où ça a été autodéterminé, parce qu'en fait, elle l'a fait en prenant conscience justement des conditions de travail, en prenant conscience de l'environnement social, en comment est-ce qu'il est constitué. C'est à ce moment-là où elle a pu se dire non, en fait, je n'ai pas de motivation, et ressentir une amotivation, mais qui était voulue, parce que justement, elle voulait se détacher de ce système-là et en partir. C'est ce qui lui a permis de rebondir et de se dire effectivement, je vois que cette structure-là ne me correspond pas. Je vois que ce n'est pas fait pour moi. Donc, je me mets en retrait et je pars sur autre chose. Et au finalement, c'est le seul moment où il y a de la motivation qui est autodéterminée. Au niveau du flow, pour avoir exercé 4 années dans le même environnement qu'Hélène Weber, je vais me permettre de répondre personnellement selon mon expérience et celle que j'ai vue chez mes collègues. Même lorsqu'on n'adhère pas forcément au jeu de ce fast-food, il peut y avoir des formes de flow liées aux défis de l'activité, les rushs en caisse par exemple, très proche de ce que pourrait être une sorte de compétition sportive, surtout si on est en proximité sociale avec ses collègues et que les conditions sont optimales. Cependant, l'aspect positif existentiel qui suit des flows vertueux n'est pas nécessairement présent. Et ça me fait penser un peu au gamer regret, lorsqu'un joueur de jeux vidéo, bien qu'il ait pris du plaisir à jouer, regrette tout son temps de jeu qui aurait pu servir à quelque chose de plus tangible. Tout cela paraît a posteriori illusoire, d'avoir déployé des performances pour cette réussite de pacotille. Non seulement c'est illusoire, mais comme le dit Hélène Weber, pour atteindre ces performances d'un côté, vous devez jongler entre respect dogmatique des règles arbitraires et de l'autre irrespect total de celles-ci. Pour le dire très sincèrement, pour atteindre des performances qui étaient attendues en caisse, pour ma part et celle de mes collègues de l'époque, il fallait manipuler les clients, les presser d'une certaine manière. C'était absolument pas éthique.
Mais le flow pouvait être très présent grâce au ratio compétences et difficultés, à la structure très claire, aux défis, etc. Ça aussi, c'est vachement intéressant, ça. Euh, Je te laisse répondre, la goupille. Ça, c'est typique de EU4, hein, une run de 16 heures, tu te fais poutrer par des ottomans. Bah, ça, moi, c'est plutôt quelque chose que j'ai eu comme ressenti sur des jeux où, en fait, une fois arrivé à la fin, tu trouves que le jeu en vaut pas la peine, en fait, au final. Et c'est pas forcément ce que je dirais sur des jeux comme Europa Universalis, Crusader King ou quoi. Le fait est que même si je me fais ouvrir en deux, après avoir passé peut-être des heures à me débattre pour essayer de faire vivre mon peuple, c'est pas le moi, c'est personnellement, ce n'est pas ce que je vais ressentir. C'est pas ce que je vais ressentir parce que justement, je trouve que tu apprends quelque chose. Tu vas tester des choses, tu vas voir des choses, et c'est pas une fois que tu as fini que tu vas te dire ça le valait pas. Pas pour moi en fait. Je pense que le temps que j'y ai passé, bah, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, il y a des jeux où, une fois que j'ai fini le jeu, je me dis putain, en fait, le jeu c'est juste ça. En fait, le scénario c'est juste ça, sans plus. Enfin, vraiment, il y a rien de plus. Et c'est là où je vais pas trouver ça ultra intéressant. C'est là où je vais rester un peu bloqué. Et où du coup, je vais me dire putain, j'ai passé tant de temps pour au final ça, et ça va me dégoûter. Typiquement, sur un jeu de stratégie gestion, là où ça me l'a fait, ça a été Age of Wonders Planetfall. Age of Wonders Planetfall, on a fait tout le jeu et je n'ai jamais fini la dernière mission parce qu'en fait, tout le jeu, on t'apprend à te débrouiller, on t'apprend à gagner en skill, justement, à gagner en compétences au niveau de la stratégie, de la gestion de ton peuple, des modules à mettre sur tes troupes et ainsi de suite. On t'apprend que concrètement, si tu veux être bon, tu peux l'être, mais il faut comprendre les fonctionnements du jeu et tu rentres dedans. Et là où tu as un problème, c'est que par contre, la dernière mission est posée sur de l'aléatoire. Et pour réussir la dernière mission, il faut de l'aléatoire. Et c'est là où, du coup, moi, par contre, je me suis retrouvé dans ce regret. C'est que par contre, je me suis retrouvé dans cette situation où tu es en mode, bah, tout ça pour ça. On t'apprend quelque chose, on t'apprend un certain type de gameplay, on te montre une certaine histoire, pour à la fin te dire, en fait, tout dépend du hasard. Du coup, à quoi ça sert que j'ai dépensé, en fait, littéralement 40 heures dessus pour que tout dépende du pif? Quel est l'intérêt, en fait? C'est là où, du coup, tu sens le regret. En tout cas, pour moi, c'est là où j'ai senti vraiment un regret d'avoir joué au jeu, en fait. C'est que tu arrives là et tu dis, bah, le jeu est vachement intéressant pour plein de trucs, mais la campagne, elle se finit comme ça. Quel intérêt, en fait, d'avoir fait la campagne? Quel est l'intérêt d'avoir fait tous les scénarios? Quel est l'intérêt d'avoir fait les différents peuples et d'avoir appris leurs différentes comment dire, stratégies, points forts et ainsi de suite, pour finir sur ça? Quel est l'intérêt? Et c'est là où personnellement, je sens un problème. C'est là où pour moi, il y a un vrai problème, une vraie difficulté. Est-ce que quelqu'un peut répondre du coup à Urdur? Parce que je ne vais pas réussir à le faire en vocal très bien. Je vais pas le réussir à faire en anglais très bien. Du coup, si quelqu'un peut répondre en anglais, ça serait fort adorable pour lui expliquer vite fait ce qu'on fait. Vu qu'il parle en anglais, c'est vrai que on n'a pas une chaîne du tout bilingue. C'est pas du tout quelque chose où je me sens à l'aise et compétent. Du coup, je suis assez preneur si quelqu'un peut. Ça serait vraiment adorable. Mais du coup, tout ça pour dire que je suis assez d'accord au niveau du flow, bah, notamment au niveau des regrets d'un joueur de jeux vidéo. Effectivement, c'est quelque chose que je connais. C'est pas souvent que ça m'arrive. C'est pas souvent que ça m'arrive, même si effectivement c'est quelque chose que je connais. Et pour le coup, au niveau du flow dans ce genre d'emploi, effectivement, je trouve que c'est assez proche. Je trouve que c'est assez proche. Quand tu vois que tu te débats et que tu vas vraiment essayer de faire tout au maximum et tout, pour au final te rendre compte que pourquoi tu as fait ça en fait? À quoi ça sert ce que tu as fait? Et ça sert à rien. Ça ne te sert à rien. Et c'est un truc qui est un peu un problème parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'étais par exemple vendeur en caisse. J'étais vendeur en caisse dans plusieurs magasins, notamment quand j'étais étudiant. Et le truc, c'est qu'une fois que tu as fait ton rush, tu es trop content quand tu es dans ton rush, parce que tu arrives à aligner les trucs, tu arrives à faire un bon chiffre, tu arrives à gérer assez rapidement les produits et tout. Ça se passe bien et du coup, tu arrives effectivement à rentrer dans un état un peu de flow. Mais le problème, c'est que une fois fini, tu te dis pourquoi? Est-ce que je gagne plus? Non. Est-ce que ça change quelque chose dans leur vie? Bah non. Est-ce que qu'est-ce qui se passe concrètement à la fin? À quoi ça a servi? Et tu te rends compte que la seule chose que ça a servi, bah en fait, c'est le patron, le directeur qui va effectivement lui être content, il a fait un bon chiffre, mais c'est tout. Il y aura pas d'autres conséquences en fait, à part le fait que le patron aura plus de thunes. Toi, tu auras toujours autant.
que tu aies travaillé beaucoup ou pas, que tu te sois donné à fond ou pas, tu gagneras la même chose, il y aura pas de prime, il y aura rien. Du coup, tu te retrouves dans cette situation où tu as ce sentiment en fait de te dire: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Quel est l'intérêt d'avoir donné autant, avoir fait ça?» Et c'est un peu triste, c'est un peu triste, c'est un peu triste. Enfin bref, je continue la lecture. On a commencé à voir un modèle un peu pseudo-libre avec l'expérience d'Ellen Weber, où l'on a vu qu'elle oscillait entre régulation introjectée ou compartimentée, et où l'on voyait sa motivation intrinsèque disparaître très rapidement. On a vu que d'autres restaient en régulation externe, ce qui n'était pas un mal en soi, les contenus de l'environnement n'étant pas très sains à internaliser. Sa libération s'est faite grâce à une motivation autodéterminée. Cependant, les modèles pseudo-libres peuvent être internalisés de façon encore plus forte, avec toutes les conséquences désastreuses que cela suppose, et atteindre un niveau d'internalisation hautement compartimenté. C'est ce qu'on a tendance à nommer un formatage dans le langage courant, qui est un niveau de conditionnement intense, où la personne reste dans une illusion parfaite, parfois jusqu'au drame. Pardon. Euh... pop, Merci. Merci. Obstacle, l'environnement pseudo-libre qui manipule les besoins en les montant les uns contre les autres. Ce que je nomme environnement pseudo-libre, que l'on pourrait nommer aussi néolibéral, est un environnement autoritaire mais qui se cache son contrôle sous des illusions, des réinterprétations, qui utilise la manipulation et le conditionnement plutôt que des injonctions explicites. Il n'exerce pas son contrôle par le sapage des besoins, comme vu dans l'exemple de la pâtisserie, mais par manipulation. Les individus en viennent à se saper eux-mêmes, et l'organisation comble parfois totalement la proximité sociale, l'estime de soi, la sécurité, voire la compétence, mais sape plus ou moins vivement l'autonomie jusqu'à formater la personne. Ici, un exemple d'un individu travaillant chez HP, qui se déshumanise volontairement sous l'emprise du formatage pseudo-libre. Pour nous, les managers chez HP, qui prenons en charge quelque chose de complet, eh bien, il est normal de ne pas déjeuner ou de ne pas dîner. Ou alors, c'est pour dire qu'on reste encore humain et qu'on est obligé de. Qu'on a un corps et qu'on a des faiblesses, quoi. Et qu'on est bien obligé de le faire. Mais sinon, ne pas dormir, ne pas manger, c'est normal. On est hors de son corps quand on est dans la boîte. On est dévoué à la boîte. Et c'est le critère numéro 1 pour être manager, pour être un des leaders de la boîte. L'environnement pseudo-libre a tendance à supérioriser l'individu, pour mieux le soumettre par la suite. C'est un peu comme dans l'exemple de McDonald's, où les supérieurs couvraient de compliments conditionnels Weber au début, pour alimenter le zèle. Ici, la récompense et le statut est conditionné au fait de ne pas être humain. L'individu peut alors se croire autodéterminé, libre, alors qu'en fait il est aliéné au maintien de son statut. Il a beaucoup de mal à prendre conscience de l'emprise, parce qu'il obtient un gain à ce formatage, un statut valorisant, un salaire élevé, etc. Dans la mesure où on a des responsabilités hiérarchiques immédiates avec les hommes, à ce moment-là, on attend de vous des réactions stéréotypées, des réactions de système. Tout ce qui pourrait laisser croire que c'est soi, en tant qu'homme, qui réagit n'est pas admis. On ne peut pas vraiment avoir son corps, on est obligé de se contraindre à quelque chose de rationnel. L'exigence de rationalité est une exigence qui est très grande. Par rationalité, il semblerait qu'il entende les objectifs de l'entreprise, qui nécessitent de ne pas avoir de corps et de se contraindre. Cependant, cela n'a de rationnel que le nom qui lui est donné, car tout environnement qui exige d'un être vivant de dénier son corps est irrationnel. Cette rationalité, c'est refuser la réalité, puisqu'il est impossible de vivre, d'exercer à long terme son travail en déniant son corps. Il s'agirait au final plutôt d'une obéissance profondément internalisée, en identification fortement compartimentée, avec suppression des réactions humaines, des comportements liés au corps. Il y a donc un formatage requis par l'entreprise, qui s'apparente à la fois à une motivation à régulation identifiée fermée, compartimentée, et à un mélange d'introjections, le tout conduit par des aspirations extrinsèques. Cependant, et c'est là la grande différence avec les milieux autoritaires, le milieu pseudo-libre sait comment obtenir une soumission librement consentie, c'est-à-dire une servitude volontairement gérée par l'individu lui-même, une internalisation du système. Un autre manager de HP raconte: HP, c'est une boîte où on respire cet esprit de communication, cet esprit relationnel fort, où on communique, où on va vers l'autre. C'est une relation affective. Le président, quand on le voit, on le tutoie. Cette ambiance, ça vient du tutoiement, de beaucoup de choses qui nous obligent à avoir ce type de relation très consensuelle.
Là, c'est assez marrant parce que pour le coup, on est sur des fonctionnements qui sont assez équivalents, à ce qu'on a vu quand on a fait la lecture de, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, de Beauvois et de Joule. Typiquement, vous êtes justement sur cette soumission librement consentie. Vous êtes sur ces théories où justement on va vous montrer et on vous a expliqué dans la lecture du coup de l'autre livre comment est-ce que on peut faire en sorte que les gens vont librement se soumettre. Comment est-ce qu'on peut mettre en place les conditions pour que tout soit prévu pour qu'ils donnent la réponse qu'on attend d'eux, mais que de leur côté ils pensent et ils croient, ils sont convaincus que la réponse qu'ils donnent est une réponse qui vient d'eux-mêmes, alors qu'en fait tout le système les a poussés à ça. Tous les systèmes les a poussés à ça. Donc c'est assez intéressant de voir que justement, ces théories, en fait, elles sont réutilisées. D'ailleurs, c'est ce que disaient pour le coup Joule et Beauvois. C'est ce qu'ils disaient quand notamment ils critiquaient très fortement le monde du travail privé, qui utilisait ces théories sous couvert soi-disant de ne pas le faire, mais qui de fait utilisait ces théories-là pour justement mettre en place ce genre de mécanisme, et qui officiellement te disait non, 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 on est des gens très gentils, ce n'est que des interactions libres, librement consenties entre individus, il n'y a pas du tout de manipulation, pas du tout, pas du tout. Alors que ce soit au niveau justement de la vente, au niveau du marketing, que ce soit au niveau des RH et ainsi de suite, c'est typiquement le genre de fonctionnement qui est mis en place et qui a été mis en lumière par Joule, Beauvois et d'autres chercheurs à différents moments de notre vie récente, on va dire, en sciences sociales. Donc c'est assez rigolo de voir qu'effectivement, quand ils critiquent le fait que notamment la recherche officielle, la recherche faite en laboratoire reste un peu compliquée, notamment sur ces aspects-là, parce qu'il ne faudrait pas trop étudier la manipulation, parce que, mon Dieu, on pourrait donner des outils à des gens qui manipuleraient. Eux, ils critiquaient en disant: «Bah non, en fait, les entreprises, de fait, ont déjà investi, ont déjà fait des recherches et ont déjà mis en pratique ces théories-là». C'est un constat que oui, c'est un constat que oui, bien sûr. De fait, oui, ils nous ont pas attendus, hein, au niveau de la recherche publique, d'avoir fait des belles recherches et d'avoir bien publié ça librement pour le mettre en pratique, pour avoir recherché et pour l'avoir mis en pratique. Bien au contraire, bien au contraire. Je lis pas tout parce que du coup c'est en anglais et que ça me demande un peu de travail. Je suis désolé. Hem, je suis pas forcément adéquat pour répondre aux questions parce qu'elles sont en anglais et j'avoue qu'il faudrait que je prenne le temps de tout lire et de tout décrypter, et je suis pas forcément en état psychique pour. Je suis désolé. Les besoins de proximité sociale et d'autonomie semblent donc comblés, mais on voit bien le paradoxe. Il y a une obligation à communiquer de façon consensuelle, donc on sape le besoin d'autonomie à travers ce forçage de la proximité sociale. L'individu ne peut pas choisir d'être distant, il est obligé de montrer de l'affection, etc. Et cependant, cette absence d'autonomie ne semble pas perçue chez ces personnes. Il y a beaucoup de types qui sont jeunes. Il y a un sens de la communication qui est partout. Il y a de l'autonomie dans le travail, une autonomie très forte. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on peut faire et pas ailleurs. C'est une manière d'être. Les besoins comblés le sont d'une façon conditionnelle, perçue par les individus comme un avantage, qu'ils doivent par ailleurs rembourser par plus de travail, d'engagement, de formatage dans le travail. Quand vous avez la possibilité de voir votre président et de lui dire: «Salut, j'ai besoin de te voir», c'est une manière d'être, ça n'a pas de prix. Parce que je peux toucher mon président du directoire, je peux lui dire: «J'ai envie de te voir», et il me dit: «On va prendre un café». J'ai jamais connu ça avant. Ça c'est un plus. C'est une manière de vivre en convivialité. Et ça, c'est important. Ça a son coût. Ça. Les besoins d'autonomie et de proximité sociale ne sont pas comblés gratuitement et de façon inconditionnelle. On trouve encore ici des propos paradoxaux qui ont malgré tout un sens. C'est tellement bon, exceptionnel, que ça n'a pas de prix. Donc, il faut le rembourser. Et que ça a son coût. Le paradoxe est sans doute amorcé par la communication de l'entreprise, qui doit insister sur sa générosité, sa merveilleuse singularité, tout en appuyant implicitement sur le fait que ce traitement exceptionnel, exceptionnellement bon, attend en retour une forte performance. Le revers de ce côté cool de cette relation informelle, sympa, ouvert, c'est que quand vous n'êtes pas sur vos objectifs qu'on vous a fixés, vous êtes mal, vous êtes très 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 mal. C'est qui perd gagne, c'est qui tout double. Alors, lorsqu'ils ne gagnent pas, ils peuvent être amenés à devenir ce que les autres salariés de HP nomment des morts-vivants. On vous confie un vague rôle de conseiller. On vous demande de réfléchir à la stratégie de développement de tel ou tel truc. On vous enlève le côté opérationnel. C'est présenté officiellement comme une promotion, hein, mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas ça. Alors le type remercie, il dit: «Je suis très heureux, je vous remercie de me permettre de mieux réfléchir».
En fait, il a plus les tripes pour pouvoir donner toute la dimension qui consiste à se battre. Et le type, il est mort. Alors, il y a des gens qui n'ont pas la force de refuser ça et qui vont lâcher. Et le jour où les gens lâchent, ils sont morts dans la boîte. C'est ce qu'on appelle des morts vivants. Alors quand ça arrive à quelqu'un, on se dit, est-ce que moi, j'aurai la force de dire que je ne peux pas accepter ça? Parce que le jour où j'accepte, ça veut dire que ce jour-là, on est mort. C'est beau, hein? Je présente les très grandes lignes de la SDT. Ok, très bien. À la vôtre. Ça, c'est pas mal hein, comme témoignage. C'est assez parlant. Hein. C'est assez parlant le témoignage. Hein. Il pique. Hein. Il pique un petit peu. C'est vraiment le côté il faut que tu donnes tout le temps. Et en fait, à partir du moment où on te propose une amélioration, une promotion, où en fait on te retire le côté promotionnel, en gros, c'est un arrêt de mort. C'est beau. J'ai le petit chaton qui est juste là. Qu'est-ce que tu veux, ma puce? Tu veux des câlins? Oh, je sais pas si vous l'entendez, elle fait des miou-miou. En fait, il y a des oiseaux sur la terrasse. Et elle essaie de vouloir attraper un oiseau, mais du coup, il y a une fenêtre. Du coup, elle peut pas. C'est triste. Bah alors, ma puce, on veut aller manger des oiseaux? Tu sais que tu peux pas manger des oiseaux, hein. C'est pas bien de manger des oiseaux, hein. Bah non, hein. Bah non, hein. Bah non, ma puce. Pardon, petit moment chat. Oh, oh nana. Oh nanana, moitié belle, moitié belle. Bon, on est donc dans une satisfaction des besoins fondamentaux, à la fois instrumentalisés, car conditionnés à de très hautes performances de travail, mais sans l'avouer explicitement, parfois en donnant le discours contraire, détournés dans un esprit pseudo-libre, très visible dans les injonctions paradoxales. Par exemple, un manager dit on est obligé de communiquer librement, ou encore on a droit uniquement à la réussite, on est condamné au succès. Le système autoritaire est déguisé, en liberté, en notre valence positive. Cependant, la sape est bien là, comme on l'a vu sur le déni du corps, sur les morts vivants, sur la proximité sociale qui s'éteint si l'individu n'est pas en réussite. Il y avait un type, il devait être promu, tout le monde le savait, et le jour de l'annonce des promotions, il n'est pas cité. Depuis, personne ne lui parle plus. Satisfaction des besoins fondamentaux du chat, bouffer l'oiseau. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bonjour à toi, Yonette. Bienvenue. J'espère que tu te sens bien, que tu vas bien. On est en pleine lecture du coup de sciences sociales. On est sur En toute puissance de B6 et on est du coup sur une partie qui travaille justement les incroyables environnements pseudo-libres qui te font croire que tu es libre, mais qui en fait sont des gros milieux autoritaires. Quelle joie, quelle joie. Les témoignages, ils piquent. Hein. Ça, c'est typiquement les témoignages que j'ai déjà eus quand j'étais en entreprise. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui éventuellement regardent la rediffusion sur YouTube et qui du coup ne le savent pas non plus, moi à la base, je suis psychologue social du travail des organisations. Avant d'être streamer, c'était mon travail. D'ailleurs, c'est toujours mon titre. Hein. Je suis toujours référencé au numéro Adélie, tout ça. Mais du coup, j'intervenais en entreprise pour notamment tout ce qui est gestion des risques, tout ce qui est qualité de vie au travail, tout un tas d'éléments comme ça. En gros, j'étais un conseiller externe en entreprise, quoi. Et typiquement, ça, c'est le genre de retour que j'avais. Ça, c'est typiquement le genre de retour que j'avais. Et c'est ça qui est ouf, en fait. C'est que quand tu es dans ce genre de milieu et que tu essaies de leur faire comprendre que tout le problème vient justement de cette organisation du travail qui est organisée de telle manière qu'en fait, elle n'amène forcément qu'à de la pression, qu'à des dysfonctionnements et ainsi de suite, on te dit, bah non, on est libre. Bon, on est libre à réussir, mais on est libre. Et t'es là, tu fais, bah non, tu n'es pas libre. Si tu es libre de ne faire qu'un seul choix, ce n'est pas de la liberté. Pour le coup, c'est qu'on a tout conditionné, on a tout cloisonné. C'est pas la liberté, ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est typiquement vraiment des discours que j'ai déjà entendus de plein de fois, parfois un petit peu forcément modifiés, qui correspondaient à chacune des conditions que j'ai pu rencontrer. Mais c'est typiquement ce genre de discours. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est vraiment incroyable. A noter qu'évidemment, la prise de conscience de l'aliénation est retardée, car il peut y avoir une apparence de motivation et d'engagement si les aspirations extrinsèques de l'entreprise coïncident avec des aspirations extrinsèques de l'individu. En plus, c'est une boîte qui est dans le top, qui a une bonne image de son chiffre d'affaires et de sa croissance. Et puis, il y a la possibilité d'acheter des actions. On a des informations sur le plan du dollar. Il y a 1000 choses qui font qu'on se sent informé en permanence. On gagne du fric et on le sait. Il y a aussi les autres principes, hein, la qualité, la satisfaction du client. Tout ça, ça donne un état d'esprit que moi, j'apprécie profondément. Un truc comme ça, moi, j'adhère complètement. On voit que le système pseudo-libre est beaucoup plus compliqué à démêler que le système autoritaire, qu'il pervertit de façon beaucoup plus manipulatoire des notions comme l'autonomie, comme les relations.
Il peut même y avoir des signaux anti-autoritaires dans le discours, qui paraissent profondément sincères. Dans un livre des deux fondateurs de HP, un chapitre Faites confiance aux personnes rapporte ce genre de discours. Nous croyons que les personnes veulent faire un bon travail et qu'il est important pour elles de prendre plaisir à travailler chez Hewlett Packard. Nous essayons de faire en sorte que nos salariés éprouvent un véritable sentiment d'épanouissement dans leur travail. C'est beau, hein, c'est beau. Et Jacques Lecomte, qui cite ces mêmes propos dans un livre sur les entreprises humanistes, décrit le modèle HP selon les perspectives des fondateurs. Hewlett et Packard étaient totalement opposés à une structure hiérarchique de l'entreprise. A l'inverse, ils ont sollicité et fait usage des idées d'où qu'elles viennent, ce qui a conduit les salariés à se sentir utiles et membres d'une équipe. Un principe majeur de la politique chez HP était le concept de partage. Partage des responsabilités pour définir, atteindre des objectifs, partage de la propriété de l'entreprise par l'acquisition d'actions, partage des bénéfices, partage des occasions de développement personnel et professionnel, et même partage des difficultés créées par d'éventuels ralentissements de l'activité de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre ce discours et la réalité concrète? Est-ce que ces idéaux ont été déformés par l'habitude hiérarchique, ce qui leur aurait redonné un caractère pseudo-libre? Est-ce qu'il ne s'agissait pas au fond que d'un discours publicitaire? On ne peut pas répondre à ces questions, faute d'avoir suffisamment de données, mais c'est très significatif de l'ambivalence de ces modèles pseudo-libres. Ils tiennent un discours souvent opposé à des modèles hiérarchiques et contrôlants. Ils peuvent même instaurer des systèmes effectivement alternatifs. Mais lorsque l'on peut accéder au vécu des personnes, on se rend compte que les idées affichées se contorsionnent pour avoir l'allure de ne pas être autoritaires, tout en l'étant totalement, par exemple via des pressions fortes venant de la hiérarchie et des pairs. Le résultat est pire à de nombreux titres, puisqu'il est d'une hypocrisie encore plus intense. Insister sur la valeur de la communication, de la relation, de la sympathie, mais étiqueter de mort-vivant la personne qui ne performe pas selon les attentes. Ostraciser massivement est totalement à l'opposé de ce qu'on peut attendre d'un environnement socialement sympathique et non hiérarchique. Dans l'environnement autoritaire, il y a au moins une forme de sincérité concernant les ordres donnés et les attentes. Les personnes seront en régulation externe, ce sera ouvertement pénible, mais ils n'exerceront pas dans l'illusion que l'environnement est bon. Ici, comme l'environnement ne cesse de promouvoir sa bonne proximité sociale, mais que le moindre écart de performance devient prétexte à l'ostracisation, même l'individu rejeté peut encore douter, penser être une mauvaise personne, un collègue qui n'est pas assez sympa, qui ne valait pas la grandeur de cet environnement social pourtant formidable qui lui a donné tant de possibilités et de liberté. Autrement dit, dans l'environnement pseudo-libre, l'individu en vient vite à se blâmer pour tout, parce que l'environnement a créé un contexte à motivation introjectée ou compartimentée. Le corps étant supprimé, comment l'individu pourrait-il penser ses souffrances, les reconnaître, puisqu'il lui faut quotidiennement dénier les cris d'alerte? Et ça, c'est vraiment un truc qui est extrêmement présent. Dans le monde du travail, notamment que moi j'ai pas mal vécu en France, principalement dans le sud de la France, c'est vraiment quelque chose qui est très récurrent. Justement, ce côté pseudo-libre, et c'est ce qui est un peu travaillé avec les Startup Nation, hein, vous savez, la fameuse Startup Nation et les petites startups. C'est typiquement ce genre de discours. On va vous dire, non mais regardez, on est vachement de proximité, on est copains et tout, on est proches, on est ensemble. Sauf qu'en fait, au-delà de ça, ce qu'on attend surtout, c'est que tu fais du chiffre tout de suite, tu fais du chiffre directement et tu fais du gros chiffre. Sinon, en fait, tu vas être mis de côté. Les soirées baby-foot, c'est cool, hein, mais attends, faut que ça soit rentable pour nous. Donc, tu as intérêt de donner tout ton corps, hein, tu as intérêt d'y aller franco et de tout donner. Hein, parce que sinon, les soirées baby-foot, bah, nous, on les fera toujours, mais par contre, toi, tu seras mis de côté. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très présent. Vraiment extrêmement présent. Je l'ai vu à plein d'endroits. Et mon problème d'ailleurs avec notamment le monde du travail au niveau de tout ce qui est faculté et compagnie, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté vraiment le domaine de l'éducation nationale, c'est que justement, vous avez ce genre de système qui commence à y rentrer et à y rentrer beaucoup. Et y rentrer vraiment beaucoup. On va conditionner seulement en fonction, on va dire, de la performance, alors que ça n'a pas de sens dans la recherche. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a un truc qui m'a fait grimper au rideau tellement, enfin, c'est vraiment ça me rend ultra en colère de voir ça. Vous avez le directeur du CNRS, donc le Centre national de la recherche supérieure. Je crois que c'est ça, Centre de recherche supérieure. Oh, je sais plus ce que c'est, attendez, l'acronyme. Bref, vous avez le directeur qui a sorti que justement la recherche, c'était un monde de compétition en fait. Il fallait réussir toi plutôt que les autres. Et c'est totalement à contre-courant de ce que censé être la recherche en fait. C'est vraiment cette vision très, très start-up de il faut faire du chiffre, alors que ça n'a pas de sens. La recherche, concrètement, qu'est-ce que c'est?
Je vous ai déjà donné des métaphores dessus, hein, mais concrètement, la recherche, qu'est-ce que c'est? C'est passer parfois toute sa vie à chercher un truc pour ne jamais rien trouver. Donc du coup, de fait, vous avez appris quelque chose. Vous avez appris que ce n'était pas ça, éventuellement. Mais c'est aussi passer sa vie à vouloir casser vos propres travaux à partir du moment où vous avez réussi à faire quelque chose, à montrer quelque chose. À partir du moment où vous avez réussi à prouver une recherche, à pouvoir dire, pour le coup, tiens, j'ai fait telle recherche dans tel domaine et du coup, bah, les données me permettent d'avancer cette théorie-là de manière plutôt solide. Tu vas passer tout le reste de ta vie, et tes collègues aussi, à essayer de mettre en défaut ta théorie, à essayer de dire alors attends, si je tape suffisamment là-dessus, est-ce que ça casse? C'est quand même assez incroyable de se dire que du coup là aujourd'hui on a le directeur du CNRS qui vient te dire non non mais en fait le monde de la recherche c'est de se mettre des benches chacun les uns les autres. Non, le monde de la recherche c'est absolument pas la performance, c'est absolument pas faire du résultat et faire de la quantité. C'est pas le principe du tout. Au contraire, c'est l'entraide. C'est le fait qu'en recherche, quand tu es, enfin moi je reprends les cas encore une fois de quand j'étais à la faculté, à des moments, quand tu es étudiant ou quand tu es au niveau du laboratoire, tu as besoin d'accéder à certaines recherches, tu as besoin d'accéder à certaines études qui ont été faites par d'autres personnes. Et le problème, c'est que c'est compliqué parce que vous avez un système de la recherche en France qui est très problématique parce que les recherches sont publiées par des organismes privés qu'il faut donc payer. Par contre, le chercheur derrière, il touche quasiment rien. Et tu n'as pas le droit de ne pas le faire publier. C'est des trucs qui sont vraiment très relous. Donc en gros, tu te trouves dans une situation où en fait le financement public ne sert qu'à faire des recherches qui vont ne bénéficier qu'au financement privé. Parce que voilà. Et toi, quand tu fais de la recherche, tu es obligé de passer par ces financements privés, tu es obligé d'aller payer les maisons d'édition et compagnie pour avoir accès à la recherche qui a notamment été financée à la base avec de l'argent public. Vraiment, c'est un système qui est hautement dysfonctionnel, à plein de niveaux. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Bah, concrètement, tu envoies un mail en fait au chercheur. Tu envoies un mail au chercheur, tu lui dis bonjour, je suis en train de faire une recherche sur tel truc. Il se trouve que votre recherche que vous avez fait telle année avec tel collègue ou quoi m'intéresserait très fortement. J'aimerais beaucoup pouvoir avoir accès à l'article, à la publication. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Et du coup, qu'est-ce qui se passe en général? Dans la quasi-totalité des cas, vous recevez un mail du chercheur ou de la chercheuse qui vous dit bah oui, tiens, voici l'article. Et il vous le donne gratuitement. Parce que en recherche, l'idée, c'est de se filer des coups de main. On n'est pas opposés les uns aux autres. C'est absurde. Dans la recherche, on avance main dans la main les uns avec les autres, et c'est comme ça que d'ailleurs on avance. C'est pas en étant chacun dans son petit coin, dans son petit bureau, et à insulter les autres. Non, bien sûr que non. Donc voir le président, enfin le directeur du CNRS lâcher une connerie aussi énorme, et sans sourciller, en mode tranquille, hein, moi ça me rend fou. Moi ça me rend fou, quoi. C'est vraiment, t'es là, tu fais, mais mon Dieu, mais quel enfer! C'est cette personne qui est littéralement le directeur du CNRS et qui n'a littéralement rien compris à la recherche, ou qui est tellement bouffé par justement cet environnement pseudo-libre qu'il se dit que oui, vas-y, c'est valide. Je trouve ça mais aberrant. Mais aberrant. J'adore les boomers. Dans 20 à 30 ans, il n'y en aura plus. Ah oui. Et ça sera encore trop long. Mais oui. Bref, je continue. Je suis dans mon bureau, c'est un open space. Je peux insulter les autres donc. Oui, tu peux. Tu peux. Vas-y, c'est bon. Ton bureau n'est pas fermé donc tu peux y aller. Voilà, tu peux regarder les autres et tu les insultes. La base, la base. Ce modèle pseudo-libre n'est pas nécessairement une espèce de complot de la part des fondateurs ou des dirigeants. Ils sont souvent coupés de la réalité du terrain, de la vie quotidienne au travail. Certains parlent même d'aliénation culturelle de l'entreprise, et peuvent tout simplement croire que les choses fonctionnent telles qu'ils les imaginent, alors que la réalité est tout autre. Qu'ils soient dans cette illusion montre qu'ils occupent une position hiérarchique si haute qu'ils n'ont plus accès au quotidien. La pyramide n'a pas du tout été aplatie, et ils bénéficient toujours de privilèges qui les supériorisent. Pour l'observateur extérieur, ces modèles pseudo-libres sont également très difficiles à déconstruire. D'apparence, les salariés peuvent vivre une vie enviable, faite de bien, plus de récompenses, davantage de possibilités que ceux aliénés à un modèle autoritaire. Les salariés eux-mêmes peuvent complexer à l'idée d'avouer des souffrances, parce que leur statut est envié par ces avantages extrinsèques. Et comme on l'a vu dans les exemples d'environnement en bullshit job ou à ennui. On peut aussi être sidéré de l'illusion dans laquelle vivent les personnes et ne pas comprendre pourquoi elles persistent à y rester. Mais que ce soit dans l'environnement autoritaire ou pseudo-libre, toutes les personnes veulent plaire, être incluses, faire bien les choses, s'adapter, voire gagner dans ces environnements. Et pour cela, elles se doivent de maintenir une surobéissance, que ce soit à travers le zèle ou l'internalisation de valeurs paradoxales. Et c'est cette interaction qui maintient l'illusion.
en tant qu'observateur, afin de lever les illusions et de découvrir la pseudo-liberté d'un environnement, parfois sa vraie et effective liberté. Il y aurait à chercher des indices d'autonomie, d'émergence provenant du bas de l'échelle, afin, s'il y a réellement une mise en pratique des idéaux. Afin s'il y a réellement... Attends, la phrase est bizarre. En tant qu'observateur, afin de lever les illusions et de découvrir la pseudo-liberté d'un environnement, il y aurait à chercher des indices d'autonomie, d'émergence provenant du bas de l'échelle, afin, s'il y a réellement une mise en pratique des idéaux. Je pense que c'est pas le bon mot. Je pense qu'il y a un souci au niveau du mot. Au niveau de la formulation, ça me fait bizarre. Afin de vérifier peut-être s'il y a réellement une mise en pratique. Enfin, je pense que la phrase, j'ai du mal à la comprendre. Enfin, je comprends le sens de la phrase, mais elle me semble pas claire. Bref, les discours des dirigeants ne sont clairement pas suffisants, étant donné que le pouvoir peut les plonger dans des formes d'aliénation culturelle. Quant à la cible, par exemple le mort-vivant, qui est clairement victime d'ostracisation systémique, ou de l'acteur de l'environnement, lever les illusions demande un travail de prise de conscience pour comprendre qu'il souffre de ce système. C'est un travail de prise de conscience qui n'est pas forcément nécessaire dans le cas des systèmes autoritaires, car la souffrance et ses causes sont souvent très claires, car uniquement sapantes. Ici, les acteurs gagnent aussi des avantages, des ressources et des gains psychologiques, l'estime de soi, le sentiment de supériorité. Reconnaître leur souffrance, c'est mettre en péril ces récompenses. Par exemple, dans les témoignages, on voit qu'il y a une espèce de dénonciation du terme mort-vivant, mais pourtant les salariés participent à cet étiquetage, comme si c'était quelque chose d'absolument obligatoire. Ils ne peuvent s'imaginer avoir des comportements alternatifs de coopération et d'entraide, parce que sans doute, la compétition et cette culture les récompensent par ailleurs. Ils gagnent quelque chose à suivre ces règles. C'est cette récompense qui est le plus difficile, au fond, à remettre en cause, parce que souvent, les personnes ont couru après toute leur vie. Que ce soit cette reconnaissance d'être perçu comme compétent, comme bon, comme utile, etc. En quoi le jeu pseudo-libre est-il anti-autodétermination? L'environnement pseudo-libre, à la différence de l'autoritaire, nourrit parfois les besoins, mais sous condition, comme si un remboursement était attendu. S'il n'y a pas la performance attendue, l'individu est ostracisé par la mise au placard, et même ses pairs peuvent le considérer comme mort. À la différence de l'environnement autoritaire brut, la domination n'est pas incarnée par un chef, par des actes d'obéissance particuliers, mais il est infusé dans le mode de fonctionnement, dans la culture, par les individus qui l'introjectent pour maintenir une bonne image, leur statut, leur avantage. On pourrait se dire que c'est moins grave que l'environnement autoritaire, ou encore rejeter la faute sur les individus d'introjecter ce mode de fonctionnement, de perpétuer cette culture par leur comportement, par un déni de leur propre corps, ce qui n'était pas le cas dans l'exemple de la vendeuse en pâtisserie, qui était toujours consciente de l'injustice menée contre son corps. Cependant, l'exemple d'HP fait partie d'une enquête de Nicole Aubert et de Vincent Goléjag sur le modèle professionnel de l'excellence qui cause des suicides, notamment chez IBM. Ce modèle est contre l'autodétermination, car l'objectif n'est pas de combler les besoins des personnes, mais de les monter les uns contre les autres, via diverses manipulations, pour viser les performances, les chiffres, des aspirations extrinsèques. Pour résumer, on assiste donc à un comblement paradoxal des besoins. Besoins physiologiques. Ici, pas d'interdit de boire, de manger, de se reposer, mais la culture de l'entreprise fait passer le comportement de se nourrir comme faible. Il est mal vu d'être humain. Il y a une pression à se comporter comme une machine. Si le manager veut conserver son haut statut, il doit renoncer à son statut d'être vivant. Il finit par s'aliéner lui-même pour gagner cette image supérieure. Autrement dit, il est contrôlé de l'extérieur par cette récompense sociale de supériorité, ce qui au fond est tout aussi peu libre que dans la situation d'un contrôle autoritaire. Autonomie. Elle paraît comblée, puisque les témoins vantent cette autonomie dans leur travail. Mais on voit qu'il y a des objectifs à atteindre, et que si ceux-ci ne sont pas atteints, les salariés sont morts, ce qui ne semble pas être très synonyme de liberté, mais davantage une pression à la performance obligatoire. Même s'ils négocient ces objectifs, ils n'en sont pas moins obligatoires, et ils ne sont pas atteints, ils sont punis par l'ostracisation. Donc l'autonomie peut sans doute parfois être comblée comme sapée. Compétences. Ici, l'activité semble satisfaire le besoin de compétences et remplit à peu près toutes les conditions. Mais la pression des objectifs et de la punition par ostracisation noircit le tableau. Proximité sociale. D'apparence, elle semble aussi comblée par les familiarités entre les membres de divers statuts. Seulement, là aussi, on voit une obligation à une certaine forme de contact social, qui semble être sanctionnée socialement si l'individu communique différemment.
Ce pseudo-comblement de la proximité sociale apparaît encore plus ouvertement faux quand on voit ce qu'il se passe lorsqu'un employé ne remplit pas son objectif. Le comblement de la proximité sociale ne peut pas être conditionné par la performance, car il est menacé lorsqu'il y a des difficultés. Au contraire, il devrait y avoir encore plus de soutien dans les périodes de difficulté, par la compassion, par du soutien, par de l'entraide, comme les commerçants dans l'exemple autoritaire. C'était totalement l'inverse ici, montrant qu'au fond, ce qui comptait avant tout, c'était les performances et non le lien social, qui n'était qu'une récompense pour un bon travail. En cela, les motivations sont perturbées. La motivation intrinsèque. Les salariés ne parlent pas du tout de leur travail concret. Impossible de savoir s'ils sont motivés par les tâches, par les activités, par les compétences en elles-mêmes. Cette absence dans le discours est tout de même plus signifiante d'une absence de motivation intrinsèque que de sa présence. Les personnes motivées intrinsèquement par quelque chose ont tendance à en parler prioritairement et à détailler leur activité. Régulation externe, elle est absente. Il n'y a pas en apparence des ordres ou des injonctions. En revanche, le vocabulaire de la contrainte est présent, mais d'une façon que les salariés endossent eux-mêmes, ce qui montre qu'ils sont internalisés l'obéissance. Introjection. Elles sont présentes au travers d'un vocabulaire de la contrainte, des conditionnements. Cependant, les salariés ne parlent pas d'éviter la honte, ni de mentionner la culpabilité, ce qui semble montrer qu'ils ont internalisé les obligations et contraintes de façon encore plus profonde. Régulation identifiée compartimentée, les salariés semblent s'identifier aux valeurs obligatoires de l'entreprise, mais ce n'est pas une identification ouverte et saine. Le manager s'identifie à son rôle, or son rôle lui demande de dénier son corps, de ne pas être humain. Cette identification suppose de supprimer des aspects de son être qui ne sont pas supprimables. Ainsi, ça ne peut avoir que des conséquences qui sont négatives. Régulation intégrée. En surface, on pourrait croire que les salariés ont intégré les valeurs de l'entreprise, que c'est en harmonie avec ce qu'ils pensent. Par exemple, celui qui est motivé par le fait de gagner le plus d'argent possible partage pleinement les mêmes aspirations que l'entreprise. Mais il y a des éléments de l'entreprise, comme le fait d'être tué symboliquement si les objectifs ne sont pas remplis, ou le fait de se déshumaniser en déniant son corps qui ne sont pas internalisables, puisque tout bonnement impossible. La régulation intégrée est une harmonie avec toute la personne, donc son corps également, et tout ce qui compose son humanité. Hop. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, ça montre à quel point, par contre, ce sont des systèmes qui sont vraiment, vraiment très violents. On voit toute l'horreur, en fait, du truc. On voit à quel point ça ne fonctionne pas, en fait, parce que justement, les gens se font malaxer, en fait, se font bouffer par ce genre de système. Et c'est vraiment, vraiment très problématique. C'est vraiment très, très, très problématique. C'est même incroyable qu'on en soit encore là. Surtout quand, encore une fois, du niveau de la recherche, on a autant avancé. On a autant avancé, et pourtant, alors qu'on a avancé, on ne les met pas en pratique dans tellement de milieux, où on les met en pratique pour en fait les détourner, et justement en faire des systèmes pseudo-libres. Autant avant, il y avait un système qui était très clairement autoritaire, de fait, on vous montrait, voilà, c'est autoritaire, tu obéis, tu te tais, point. Autant aujourd'hui, finalement, on utilise les connaissances qui ont été trouvées, les connaissances qui ont été mises en recherche, qui ont été mis en lumière, et on les utilise en fait pour les détourner et en faire des environnements où on vous dit non, non, vous êtes libre, mais en fait pas du tout. Vous êtes aussi autoritaire qu'avant, si ce n'est plus. Avec le fait que, comme le montre le livre, en fait, comme le montre en toute puissance, c'est beaucoup plus insidieux et les conséquences en final sont beaucoup plus vénères. Parce que autant quand tu es dans un système qui est ouvertement autoritaire, tu sais que c'est autoritaire, tu le vois que c'est autoritaire, tu peux mettre un mot dessus, tu peux dire voilà, c'est ça qui me rend malheureux, point, je passe à autre chose. Autant dans un système qui te fait croire que c'est libre alors que ça ne l'est pas, malheureusement, la seule personne que tu vas te retrouver à blâmer dans la grande majorité des cas, c'est toi-même. Tu vas te blâmer toi. Tu vas pas blâmer le système. Au contraire, le système va te pousser à te dire non, non, le problème c'est toi l'individu. C'est toi qui es responsable de ta propre souffrance. C'est toi qui travaille pas bien. C'est toi qui ne mérite pas en fait ce que tu as. Tu te rends compte à quel point tu es mauvais? Et ça, c'est encore 10 fois plus insidieux parce que l'impact, là, il n'est pas juste sur ta liberté en fait. Il est sur ton estime de toi, il est sur ta vision de toi-même, il est sur ce que tu es. Et les conséquences, du coup, en sont d'autant plus graves et d'autant plus insidieuses et pernicieuses. Et c'est ça qui en est vraiment incroyable, en fait. C'est ça qui vraiment en est assez incroyable. Enfin bref. Obstacle, surobéir dans la destruction d'autrui. Je rajoute un dernier obstacle, parce qu'il nous montre bien le pont qu'il y a conceptuellement entre les régulations et la notion de soumission à l'autorité. On dirait presque une réplique réelle de l'expérience de Glass en 64.
en un milieu à la fois autoritaire et pseudo-libre. Ici, il s'agit d'un témoignage d'un ancien directeur de la caisse d'épargne, Norbert Berger, qui a participé à un système de benchmark. C'est un système de management où toutes les performances des personnes sont enregistrées, heure par heure, et mises en compétition entre elles. C'est extrêmement délétère sur les besoins fondamentaux des personnes. Oui, oui, c'est de la merde. Vous êtes littéralement mis constamment, constamment, en compétition avec tous les autres travailleurs à chaque moment. Est-ce que vous voyez à quel point c'est une connerie sans nom? Enfin, vraiment, c'est effroyable. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le benchmark concourt à mettre un stress permanent sur tous les collaborateurs de l'entreprise. Vous ne savez jamais si vous avez bien travaillé ou pas, tout simplement parce que votre travail n'est pas jugé selon vos résultats, mais selon vos résultats par rapport aux autres. Donc, c'est extrêmement pervers. Norbert Berger participait à ce système. Je bombardais de mails régulièrement des collaborateurs, en envoyant plusieurs par semaine, en voyant du résultat. Et comme si ça ne suffisait pas, il passe aussi beaucoup de temps à les reprendre par téléphone, notamment juste à l'horaire où ils devraient rentrer chez eux, afin de renforcer leur stress. Il explique avec le recul avoir regardé les mails qu'il envoyait et s'être dit que c'était pas possible de faire ça, que c'était trop, que ce n'était pas lui. Pourquoi avoir fait ça? C'était cette loyauté, ce respect de la hiérarchie. C'était si l'entreprise le dit, bah alors il faut le faire. Mais quand même, il y a des moments où elles étaient de plus en plus grosses à avaler les couleuvres, jusqu'au moment où je n'ai pas pu plus. Il n'y avait pas une question de soumission à l'autorité. Les bons classements au benchmark lui rapportaient à lui et aux autres directeurs des gros avantages financiers. 20% de son revenu brut. C'est-à-dire qu'il avait près de 12 000 euros de plus dans l'année, ajouté à son revenu annuel de 60 000 euros. Le benchmark portait aussi sur les directeurs entre eux. Et un jour, il n'est plus à une bonne place dans le classement. J'étais en bonne santé, je donnais tout ce que je pouvais pour mon boulot. Et à un moment, on m'a dit que je faisais plus l'affaire, qu'il fallait que je laisse la place. J'ai cru que j'étais au-dessus de ça, indestructible. Et à la place, 15 jours après cette annonce, lors d'un entretien avec mon supérieur hiérarchique, j'ai commencé à me sentir mal, j'ai fait un infarctus. Lorsque je me suis réveillé après une période de coma assez prolongée, les médecins ont constaté que j'étais hémiplégique, parce que j'avais fait un AVC. Et aujourd'hui, je suis dans une situation où vous me voyez, en fauteuil roulant et sans travail. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que c'était un accident, comme relevant du travail. Étonnant, hein? Étonnant. On en arrive à un tel point que quand ça claque, ben ça claque salement en fait. Votre corps claque parce que vous l'avez négligé en fait. Vous avez négligé des signaux d'alerte et vous les avez mis de côté. Et quand ça claque, et ben ça claque salement. Et c'est reconnu comme un accident du travail, puisque c'est le travail et l'organisation du travail qui amènent à ça. Et encore une fois, là, vous voyez bien le côté insidieux. C'est que dans un environnement qui serait ouvertement autoritaire, vous voyez qu'on est en train de vous pressuriser de ouf, vous allez partir. En tout cas, vous allez essayer de partir. Vous allez dire, ok, tu me donnes ça comme ordre, c'est très bien, je vais pas le faire. Je peux pas le faire, c'est pas possible. Et tu vas essayer de partir sur un autre emploi ou quoi. Dans un environnement qui est pseudo-libre, tu n'as pas conscience de ça. Tu te dis que tu dois le faire de toi-même. Tu n'as pas conscience qu'en fait on t'a amené à être sur ce cheminement de pensée et à être là aujourd'hui à te dire que là, toi, tu dois arrêter de penser à toi-même. Tu n'en as pas conscience de ça. Et du coup, bah, en toute bonne foi, tu te dis, bah non, c'est ma décision, c'est moi qui vais mettre de côté mon corps, c'est moi qui vais mettre de côté les signaux d'alerte, c'est moi qui vais mettre de côté ma fatigue, c'est moi qui vais continuer à pousser. C'est pas la faute de l'entreprise, c'est normal. L'entreprise le demande, elle est en droit, c'est normal, c'est à moi de le faire. Et c'est là tout le côté pernicieux de la chose, quoi. Et encore une fois, quand vous claquez, ben, vous claquez salement, vous claquez très salement. A noter que ces phénomènes mêlant conditionnement, formatage, soumission à l'autorité sont assez similaires à ce qu'on peut aussi voir dans des sectes au niveau de leur mécanique. Un individu est supériorisé par l'environnement social, manipulé, que ce soit par les attributions supérieures qui lui sont faites ou par des récompenses variées. Ce n'est pas un signe de fragilité de l'individu, mais de fragilisation passée, à cause de conditions qui l'ont sapé, qui l'ont frustré dans ses besoins fondamentaux. C'est parce qu'ils n'ont rien valu aux yeux d'environnements sociaux passés que les individus cherchent à valoir quelque chose au travers de ces environnements manipulateurs, que ce soit des sectes ou des entreprises qui fonctionnent de façon pseudo-libre. À cet aspect personnel, comme pour les exemples autoritaires, c'est surtout parce que ces environnements sont socialement la norme, qu'ils dominent le paysage, que l'individu s'y coule ou peut être aveuglé un temps. Il peut n'avoir aucun modèle alternatif en tête, tant ces patterns et ces modes de fonctionnement sont communs, sont normaux.
voire même sont extrêmement valorisés dans la société comme étant un signe de réussite. Berger montre donc des signes de régulation externe. Obéir, puis constater après que cela ne lui ressemble pas. Aussi, ainsi que peut-être des signes d'identification compartimentés. Il prend l'initiative de harceler de façon plus dérangeante, comme appeler juste au moment où les gens sont censés rentrer chez eux. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ensuite la prise de conscience arrive avec une très grande violence, puisqu'il est à présent handicapé. C'est pour cela que nous disions que ces personnes qui vont exercer une forme d'autoritarisme, de contrôle sur les autres, sont aussi des victimes de leur comportement. Certes, peut-être à régulation externe, introjectée, compartimentée, et donc dépendant des attentes extérieures. Parce que dès lors qu'un événement leur fait prendre conscience de la souffrance qu'ils ont infligée, c'est très souvent le drame pour eux. Tant qu'ils sont dans l'illusion, dans le déni, qu'ils compartimentent, ils peuvent continuer. Mais dès lors qu'ils prennent une mesure plus réaliste de ce qu'ils ont fait, ou que des événements extérieurs s'en chargent, alors leur corps ne le supporte pas, tant les émotions sont violentes. Le corps, ou encore une fois le psychique, hein, il y a des gens qui s'écroulent psychiquement parlant, sans avoir forcément de conséquences physiques, au moment où ils ont pris conscience en fait de ce qu'ils faisaient, et qui vraiment se rendent compte que en fait ils ont eu des comportements horribles, et qu'ils ont été des personnes horribles pour beaucoup de gens. Ça, c'est un truc qui arrive de manière très récurrente. Vous avez un truc qui est très visible, et parfois même un peu idéalisé. On vous parle toujours de, les cadres supérieurs, notamment les managers, ils font un burn-out dans les années à peu près, 40 à 50 ans, c'est vers là où ils font un petit burn-out. Et on vous dit à chaque fois: «Oh, ça va être un retour à la nature, ça va être un aller vers un métier plus simple» ou ainsi de suite. Et là, justement, c'est là où tu te rends compte du problème du truc. C'est qu'on a idéalisé le fait qu'on est venu dans un système qui brise les cadres et les managers. On a idéalisé et on essaye de valoriser le signe qu'à un moment donné, les gens qui font ce genre d'emploi sont brisés par l'emploi qu'ils ont fait. Et on en est là, valoriser ça, à dire non mais c'est normal. Les gens ils sont dans des états lamentables, psychiquement parlant ils sont détruits. Mais c'est cool. C'est cool, il va pouvoir aller vendre des fleurs en tant que fleuriste. C'est cool, il va pouvoir aller acheter une ferme et essayer de faire son petit taf dans un coin. Ça fait, voilà, exactement. Bonjour à toi, Sphinx, j'espère que tu vas bien. Ça fait partie d'une étape de la vie, c'est ça, c'est dit, bah c'est normal. Mais à quel moment est-ce qu'on peut considérer que c'est normal d'être dans un système qui détruit sciemment les gens? À quel moment on peut se dire, bah ouais, non, mais c'est cool, vas-y, c'est bien? Bah non, bien sûr que non. Parce qu'encore une fois, si ces gens sont mal, si ces gens craquent, c'est parce qu'ils ont détruit la vie de je ne sais combien d'employés pendant des années, et que c'est au moment où ils ont la prise de conscience de ça que justement ils claquent. C'est parce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait à autrui que d'un coup ils se disent: ah putain, ma vie n'a pas de sens, ah putain, mon travail n'a pas de sens, ah putain, c'est de la merde, je veux tout changer. C'est quand même incroyable. Pour ma part, je suis un futur manager qui ne se laissera pas détruire, qui réinventera le système à l'échelle sociale. Et si les gens sont pas contents, je serai manager ailleurs jusqu'à trouver du sens. Et ben, bon courage pour toi. Franchement, très bon courage pour toi parce que c'est pas simple, loin de là. Parce que du coup, Sphinx, tu es quelqu'un qui arrive depuis peu de temps. À l'échelle locale, pas sociale. Ah, ok, pas de souci, je comprends. Pour toi qui du coup arrive sur la chaîne, parce que tu es là depuis quelques jours seulement, donc moi je suis psychologue social du travail des organisations, à la base, c'est mon travail. Et justement, à la base, avant d'être streamer, là en mai, ça fera 2 ans que je suis streamer à temps plein, j'étais conseiller externe en entreprise. Justement, mon travail, ça consistait à venir dans des entreprises pour leur filer un coup de main sur l'organisation, sur la gestion des risques, sur la qualité de vie au travail, et ainsi de suite. Et justement, j'avais plein de bonnes motivations. Et en fait, tu te rends compte que c'est des murs, tu peux rien faire. Tu peux rien faire et en fait, ton travail, il est instrumentalisé systématiquement. Et ça te rend fou. C'est un truc qui te dégoûte. C'est un truc qui te dégoûte profondément. Parce que justement, tu arrives avec les meilleures intentions du monde et t'as beau essayer de faire le meilleur travail du monde, tu n'as pas la main mise dessus. Tu n'es pas le patron. Tu ne seras jamais le patron. Et du fait, tu ne peux pas changer les choses de manière vraiment efficace. Tu vas faire des recommandations, tu vas essayer de faire tout ce que tu veux, et tu vas te rendre compte qu'en fait, systématiquement, le patronat, il va prendre que ce qui l'intéresse, et généralement, ce qui l'intéresse, c'est pas quelque chose d'efficace. Et du coup, quand tu vas leur dire, il faut améliorer les conditions de travail, ils vont retenir, ça serait bien de mettre un baby-foot. Et toi, t'es là et tu fais, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc du coup, sur les recommandations du psychologue, nous avons décidé de vous offrir un baby-foot dans la salle de pause. Et toi, t'es là et tu fais, non.
c'est pas ce que j'ai dit. Mais à mon échelle et pour les gens au-dessus de moi, en dessous de moi, j'arrive à tricher, on va dire. Bah, tant mieux. Franchement, tant que tu arrives à le faire, tant mieux. C'est toujours très très bien d'avoir des managers qui peuvent essayer de hacker le système, justement. J'ai mis un taquet au chat sans faire exprès. Pardon, mon chaton. Non, mais t'as voulu passer au mauvais moment. J'ai bougé la main à ce moment-là, mon bébé. Bah oui. Mon petit cœur. Pour le coup, c'est vraiment très bien quand tu as des managers, justement, des managers et des managers qui peuvent t'aider. Parce que justement, ils ont conscience de l'état du système et qu'ils essayent de combattre à leur niveau le système. C'est toujours une aide. C'est clairement toujours une aide. Et heureusement qu'il y en a. Il n'y en a pas assez, mais il y en a. Je constate juste que c'est extrêmement épuisant et fatigant. C'est vraiment quelque chose qui te bouffe en fait. C'est quelque chose qui te bouffe et je sais que personnellement, bon, moi j'étais pas manager du coup puisque j'étais conseiller externe. Donc en fait, moi j'avais vraiment un statut différent puisque bah, je venais dans une entreprise pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois, puis après je partais et je revenais pas dedans. Donc du coup, tu as vraiment peu d'emprise par rapport à un manager ou une manageuse, parce que pour le coup, bah, c'est une personne qui est dans le système et qui va rester dans le système. Mais c'est vrai que tu constates que même avec les meilleures intentions du monde, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment beaucoup trop compliqué. Moi, je pense par exemple à une expérience où j'ai travaillé, du coup, je suis venu faire un plan de gestion des risques donc dans un hôpital privé, une institution privée qui fait des soins. Et donc, les managers, c'est ce qu'on appelle des chefs de secteur, en fait, hein. C'est tout simplement le soignant qui contrôle les autres soignants. Sachant que les médecins sont à part, hein, ça rentre pas du tout dans le même cadre. Là, on parle des personnes qui sont des infirmiers, des infirmières, on parle des aides-soignants et soignantes, qui sont donc gérés par un chef de secteur, qui est donc généralement un ou une infirmière. Et le truc, c'est qu'il y en avait un des secteurs où justement la personne qui était chef de secteur faisait tout pour aider le secteur. Parce que justement, il voyait bien que c'était du foutage de gueule au niveau de la direction, que c'était de la merde, qu'ils avaient vraiment des comportements et des politiques inadaptés. Et le truc qui se passe, c'est que moi, ayant été justement dans les bureaux RH, puisque j'étais rattaché au RH en tant que conseiller externe, tu te rends compte qu'en fait, la RH, elle se fout de leur gueule et qu'elle est en train de planifier tranquillement au calme le fait de démanteler telle ou telle personne. Parce qu'en fait, elle fait exprès de justement essayer de repérer des trucs au cours des semaines, au cours des mois, pour savoir que bah tiens, ok, le, euh, le manager essaye de les aider, enfin le chef de secteur essaye de les aider, très bien, mais en fait j'arrive à récupérer que tel collègue m'a dit ça, j'ai vu tel truc et tout, et en fait elle essaye de démanteler les services, et en fait elle fait plein de trucs pour essayer de casser les dynamiques justement d'entraide, parce qu'il faut pas que les gens s'entraident. Hein, il faut les laisser en compétition, chacun les uns les autres. Déjà qu'ils n'ont pas de prime ni rien, mais bon, bref. C'était vraiment effroyable parce que même avec quelqu'un qui essaye de t'aider, même avec quelqu'un dans le système, bah en fait, tu te rends compte que toute la hiérarchie essaye pas du tout de t'aider, quoi. Et ça devient très 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 compliqué. En gros, le gars nous demande de tracer 5 traits rouges perpendiculaires les uns aux autres avec un stylo vert. Je vais dire à mon équipe de tracer 5 traits verts parallèles les uns aux autres avec un stylo vert, puis je vais revoir le gars et lui dire on a tenté votre approche, c'était plutôt bien, mais on a amélioré en traçant 5 traits verts parallèles les uns aux autres, et voilà le résultat. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Je te dérange? Bon, ma foi, j'ai le chat qui vient me squatter. Encore une fois, tout courage à toi. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu arrives, tant mieux, franchement. Parce que, encore une fois, le monde du travail est vraiment très compliqué. Très très compliqué à tellement de niveaux que il s'agit de remettre de la cohérence et de la logique dans ce qui nous est demandé. C'est effectivement parmi les choses qui sont montrées. Bah, là, il y a quelques temps, là actuellement, on est en train de faire la lecture sur En toute puissance de V6. D'ailleurs, il y a une commande en chat. Si vous faites point d'exclamation HS, ça vous donne le lien de Hacking Social, le blog sur lequel bah, vous avez tout un tas d'articles et notamment l'ouvrage présent écrit par l'autrice qui est donc V6. Mais ça vous donne également la chaîne YouTube Horizon Gull à laquelle elle participe, qui fait donc de la vulgarisation de sciences sociales. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Vraiment très intéressant. Et notamment, bah, là, il y a quelques temps, avant de faire ça, on était sur une autre lecture, qui était une lecture de Dujarier, qui est donc une sociologue de tête, qui a travaillé sur ce qu'on appelle les planeurs, donc les managers qui sont à distance, ceux qui vont en gros organiser et planifier le travail des autres personnes, mais sans connaître et sans pratiquer le travail en direct en fait. Ils ne connaissent pas et ils ne font pas les tâches des gens. En gros, c'est les managers qui sont en bureau. C'est ceux qui ne sont pas sur le terrain. Et qui pourtant, en étant en bureau, vont donner les consignes, vont donner les plannings, vont donner les fonctionnements à faire et compagnie sur le terrain, alors qu'ils n'y sont pas. Donc cette
partie-là, ce type-là, on va dire, de manager, justement, est étudié. Et en fait, tu te rends compte que, justement, ils font perdre du sens. Parce qu'en fait, eux, comme ils n'ont que des tableaux, comme ce sont des personnes qui, généralement, n'ont que des tableaux de chiffres, en fait, ils pensent faire, parfois, en toute bonne foi, les meilleures stratégies possibles et imaginables. Sauf qu'en fait, dans les faits, ça ne correspond tellement pas, mais tellement pas au travail concret qui est fait, ça ne correspond tellement pas au terrain. Leur demande en fait d'objectifs ne correspond tellement pas aux dynamiques qu'ils mettent en place, aux consignes qu'ils mettent en place, à l'organisation qu'ils mettent en place, quand vraiment ça ne fait que fait perdre du sens en fait. Et notamment, on avait étudié à ce moment-là, du coup, dans le livre, les personnes qui font des métiers comme des conseillers, par exemple pour l'emploi ou quoi, et où en fait ils te disent, mais en fait à la base, moi mon métier de conseiller, c'est de rendre comment dire, service à la personne, au demandeur, en lui proposant par exemple de faire telle ou telle formation, tel ou tel parcours et ainsi de suite. Sauf qu'en fait concrètement on en est à un point où j'ai un tableur à remplir quand je reçois quelqu'un, un tableur du coup qui me fait prendre en fait la moitié du rendez-vous à remplir. Donc en fait la moitié du rendez-vous, déjà tu n'es plus en train de parler avec la personne, tu es en train de remplir le tableau par rapport à l'autre moitié du rendez-vous. Déjà what the fuck. En plus de ça, ça me dit que je dois poser telle question mais pas telle autre question. Sauf que parfois, ben en fait pour telle personne, ça n'a pas de sens de poser cette question-là. Et au contraire, ça aurait eu du sens de poser telle ou telle question. Mais en fait, c'est pas ce que te dit le planning. Et enfin, c'est pas ce que te dit le tableur. Et si tu ne remplis pas le tableur, ou qu'il n'est pas rempli suffisamment bien, tu as des retours et notamment des sanctions de la part justement de l'administration, de la hiérarchie. Donc en fait, tu te retrouves dans un métier où tu ne fais plus ce que tu es censé faire ton métier, puisque tu passes plus de temps à faire des tableurs qu'autre chose. Et en plus de ça, tu ne fais plus ton métier, puisque quand tu peux enfin un peu t'intéresser à la personne, finalement tout est conditionné par un tableur qui n'est pas du tout quelque chose qui correspond au terrain, et qui du coup ne permet pas du tout de répondre à la demande de la personne que tu reçois. Et c'est vraiment là où tu te vois que les gens ils perdent du sens, mais totalement, sur leur travail. Et tu te dis, mais c'est pas possible quand même. C'est pas possible d'en être là. En gros, ce que veulent les dirigeants, c'est obtenir le résultat du travail de 10 personnes en n'embauchant que 3, dont une présente que par intermittence. Et encore, ça dépend. Tout n'est pas noir, mais oui, tu peux tomber aussi sur ça. Pour ma part, j'ai connu les 8 heures, 20 heures, mais j'ai freiné avant de faire un burn-out. Et maintenant, je surfe sur la loi Pareto. Officiellement, je suis en train de travailler. Officieusement, je discute avec toi sur Twitch. C'est bien, c'est beau. Je n'essaye de ne faire que des actions à valeur ajoutée et je repriorise régulièrement. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Je vais continuer la lecture quand même. Ça fait déjà 1 heure pour la VOD, pour la petite fougère de YouTube. On va continuer un petit peu le texte, on va juste finir le paragraphe et on va faire la pause repas parce il est 13h38 et que j'ai la dalle. Voilà. Donc j'en étais à quand ça claque, ça fait très mal. Donc, d'où l'importance de prendre rapidement conscience dans une situation qu'on est là en régulation externe et non autonome et qu'il y a peut-être à réfléchir, à décider de la suite des événements avant qu'un cycle malsain se mette en place. Parce que du coup, on était sur la partie où, bah, en fait, tout simplement, les managers clash, quoi. En fait, ils craquent quand ils se rendent compte de l'état dans lequel ils sont. Ça nous fait arriver sur une nouvelle partie. C'est magnifique. Donc du coup, on peut couper là-dessus. Petite fougère de YouTube. J'espère que tu as passé un bon moment sur cette rediffusion En toute puissance. On s'arrête là pour cette fois-ci. Des gros bisous. À très bientôt pour une prochaine VOD.